Marie-Noëlle Lienemann, ancienne ministre du Logement et sénatrice socialiste. Voilà notre... Non, je suis plus socialiste. Vous n'êtes plus socialiste, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Socialiste. J'ai créé un mouvement qui s'appelle la gauche républicaine et socialiste. Excusez ma voix, j'ai des problèmes de cordes. Mais votre gauche républicaine reste socialiste. Et reste de gauche aussi. Elle reste de gauche aussi. Très bien. Merci de la précision. Bon, d'abord, je voudrais dire que je partage le diagnostic sur une chose, c'est que nous avons besoin partout de logement. Partout, il y a des besoins de logement et la plupart du temps, de logements abordables pour les catégories moyennes, modestes ou populaires. C'est-à-dire des logements qui soient plutôt moins chers que ce qu'on produit tendanciellement aujourd'hui. Deuxièmement, la France fait trop l'autruche sur ses besoins de logement. Quand je suis devenue ministre en 92, on me disait déjà qu'il fallait 300 000, 350 000 logements. Aujourd'hui, il y a toujours la même crise, toujours le mal logement, et on me dit qu'il faudrait autour de 350 000, ce que les pouvoirs publics écrivent. Or, justement, votre fédération, elle monte au moins à 400 000. Moi, je ne sais pas si c'est 400, 450, mais il faut un choc qualitatif, quantitatif et par ailleurs qualitatif partout sur nos territoires. Évidemment, ce n'est pas la même chose en zone tendue et ailleurs. La deuxième chose qui me paraît essentielle, c'est que le décrochage entre l'évolution... Pardon, on va revenir sur la deuxième chose. Vous dites que ce n'est pas la même chose en zone tendue et ailleurs. Ça veut dire que pour vous, on doit clairement plus travailler non, sur justement, Alors voilà, donc c'est important de le préciser. Il faut planifier territorialement et adapter les outils aux besoins territoriaux et pas commencer à dire on va cibler que sur les zones tendues en négligeant le reste. Il faut donc adapter les outils. Mais il y a un fond commun à tout cela. C'est qu'il y a eu un décrochage entre l'évolution des prix du foncier et par ailleurs de l'immobilier avec l'évolution des revenus des Français et par ailleurs de l'inflation. Et c'est devenu intenable. Donc, pour moi, il y a une priorité absolue. Si on veut construire davantage, rénover, il faut qu'on arrête cette divergence des prix du foncier. Il faut réguler les prix du foncier. L'OCDE a demandé à tous les États de faire cet effort. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des mesures fiscales, des mesures essentielles à prendre. Et dans ce foncier, il faut que le logement social, que ce soit le locatif social ou l'accession à la propriété, ait une part importante qui lui soit réservée parce que nous avons besoin partout de logements sociaux. Ça veut dire que vous allez jusqu'à un blocage des prix? Non, je pense que la France ne serait pas prête à un blocage des prix du foncier. En revanche, on peut avoir une fiscalité ou rendre interdit des plus-values excessives et éventuellement une fiscalité progressive par strate en fonction des plus-values. Bon, voilà. En tout cas, il y a à réguler le foncier, il y a à retrouver du foncier public ou collectif, par exemple avec les OFS. Et ensuite, il faut qu'on reconstruise du logement dans la diversité des attentes de nos concitoyens. Reconstruire sur l'existant, ça coûte cher. Et donc, il faut des subventions publiques. Il faut des politiques publiques qui accompagnent cela. Permettez-moi de plaider, parce que je l'ai peu entendu, sur l'urgence de redonner au mouvement HLM les moyens massifs de construire et de rénover. Et ce n'est pas les prélèvements qui ont été faits sur ce mouvement qui nous ont apporté quoi que ce soit, c'est l'inverse, ils ont freiné. Dernier argumentaire, oui. Je suis pour qu'on construise massivement. Ça on l'avait compris. Mais il ne faut pas croire que c'est ça qui va faire baisser les prix, ni de l'immobilier, ni du foncier. Le stock est tel que la construction supplémentaire. Et je veux plaider sur ça. Vous qui travaillez dans le bâtiment, plutôt qu'on mette notre argent sur des terrains, c'est-à-dire une forme de rente, ou sur lequel rien n'est fait par celui qui s'enrichit, on ferait mieux de mettre l'argent pour la qualité du bâti, pour la juste rémunération de la filière et pour l'évolution verte de cette filière et de notre construction. Votre point de vue est clair. Et je confirme que vous êtes bien de gauche. Comment ? Je confirme que vous êtes de gauche. Ah ben en général, vous savez tous oui. Un peu. J'ai déposé à longueur de journée des amendements pour étendre, revenir, disons, à l'ancien système du PTZ, où on avait le doublement de la quotité qui était sur l'ensemble du territoire. Et ça a été réduit aux zones denses. Je préconise qu'on y revienne. Parce que certes, le prix du terrain est différent, mais les revenus sont tendanciellement
beaucoup plus bas dans les zones, disons, non tendues que dans les autres. Deuxièmement, vous allez voir que je suis de gauche, je suis frappée d'une chose, c'est quand vous regardez la contribution des collectivités publiques dans les zones dites tendues, donc riches, pour les politiques du logement, elles ne sont pas considérables, pendant que les autres ailleurs, eux, font souvent des efforts. Et la nation donne beaucoup aux zones tendues riches. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner beaucoup si on régule les prix. Mais sinon, on va entretenir la hausse des prix. Je rappelle que dans le prêt à taux zéro, ce qui est très important, c'est justement que c'est compté comme un apport personnel. Or, il ne vous a pas échappé que les nouvelles règles des banques de précaution visent à justement exiger plus d'apport personnel. Le PTZ y contribue. Et je veux terminer là-dessus. Oui, il y a eu une massive augmentation de l'accession à la propriété en France, mais pas de l'accession sociale. Donc il faut bien s'attacher à développer. Les couches populaires attendent de la promotion sociale, que l'ascenseur républicain fonctionne sur leur salaire et sur leurs conditions de logement. C'est pourquoi je plaide pour un PTZ plutôt généralisé, voire proportionné ou calibré non pas par zone, mais par rapport au prix moyen du mètre carré. Oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ce modèle de la financiarisation, c'est-à-dire de fait, comme vous avez un actif, vous pouvez le vendre, et ça va permettre d'en construire d'autres, outre le fait que ça n'augmente pas beaucoup le stock de logements. C'est le modèle qu'ont fait en partie l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et qui en arrive à la conclusion que ce qu'ils ont vendu, ils vont les racheter. 59% des Berlinois ont voté pour que la puissance publique rachète les logements sociaux qu'ils avaient vendus. Or, ce système de financiarisation, elle augmente les coûts, elle réduit la masse de logements, et ce n'est pas que pour les très pauvres. Les travailleurs clés travaillent souvent avec des revenus qui les amènent dans les HLM et même pas au logement intermédiaire. Donc je suis totalement hostile, sans compter que les pouvoirs publics nous poussent à vendre au HLM et que, manque de chance, les gens ne veulent pas acheter. Et dernière chose, maintenant on nous dit vous vendez, et les amis d'Action Logement le savent bien, leur parc, on leur dit vous devez vendre, ils ont vendu, et on leur dit sur compensation, on va vous enlever des aides. Les HLM n'en demandent pas plus, ils demandent TVA 5,5 et qu'on leur restitue ce que leur a prélevé injustement pour financer les aides au logement des plus pauvres. C'est-à-dire, le parc social paye les aides au logement des plus pauvres. On ne l'a pas demandé aux privés conventionnés, on ne l'a pas demandé à d'autres, c'est pas juste. Merci de ce point. Vous avez eu un peu plus de 15 secondes, mais je reconnais votre flamme.